La facture, émission 622. Aujourd'hui, station-service oubliée, terrain contaminé. Je comprends pas qu'on perde des réservoirs ou qu'on soit pas en mesure de retrouver la trace de ces réservoirs-là. Une assurance qui ne répond pas aux attentes. Aussi, refuser une succession. Pas si simple. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Vous connaissez sûrement le principe du pollueur-payeur. Mais connaissez-vous le principe des pollueurs-fugueurs? Vous possédez peut-être une maison, un commerce. Saviez-vous qui occupait votre terrain il y a des dizaines d'années? Saviez-vous ce qui se trouve sous votre maison, sous votre commerce? C'était fort, l'odeur de diesel. C'est épouvantable. Ça pognait à la gorge. Au Québec, des milliers de stations-service ont fermé leurs portes depuis 30 ans. C'était un vrai cauchemar. J'étais des nuits sans dormir. Beaucoup de ces stations ont disparu en douce, comme ici à Val-d'Or. Au 411 avenue Centrale, des fantômes enfouis dans le sol viennent hanter la nouvelle propriétaire. Ils ont contaminé, mais qui paye, finalement. Je n'ai pas à payer ça, mais c'est pas moi. Moi, je vendais des patates. Légalement parlant, le pollueur demeure responsable de la contamination. J'ai fait beaucoup de restauration. J'ai toujours adoré ça. La restauration, le contact du monde, la popote. Après 30 ans comme serveuse, Micheline Thérien décide d'acheter son propre restaurant appuyé de sa famille, La Fringale, un casse-croûte à Val-d'Or. Le but, c'est d'acheter ça, puis rendu à ta retraite, tu le vends, puis ça te fait un bon petit magot pour commencer ta retraite. 10 ans plus tard, elle le met en vente et accepte une offre de 95 000 $. L'acheteur veut y construire des résidences. Mais la banque exige un test de sol pour s'assurer de la valeur de l'immeuble mis en garantie. Madame Thérien embauche l'ingénieur Jean-Pierre Brunet de Bioptique Vision pour vérifier si le sol est contaminé. La contamination, on l'a retrouvée à l'arrière de ce qui était le gaz-bar. Il y avait des réservoirs qui alimentaient le diesel ou qui alimentaient les pompes à essence à l'avant. Essentiellement des C10, C50 qu'on a retrouvés ici, c'est des hydrocarbures de nature diesel. Et il y en avait à peu près jusqu'aux marches qu'on voit là. Moi, j'étais assis au bord du trou, là, puis j'en avais mal au cœur. Pour vendre, Micheline Thérien décide de faire décontaminer le terrain. L'opération lui coûtera 40 000 $. Une catastrophe pour elle. Pourquoi que ça m'arrive à moi? Je me promettais une belle retraite. Tout, là, ça a tout été dans le trou. Selon vous, qui a contaminé le sol? Le dernier opérateur ici, c'est Ultramar. Avec l'aide de sa fille, Micheline Thérien envoie une mise en demeure à Ultramar, demandant un remboursement des 40 000 $. Mais Ultramar refuse, affirmant n'avoir aucun lien contractuel avec Mme Thérien, qui a acheté de l'ancien propriétaire du casse-croûte, La Fringale. Peu importe les contrats que les gens peuvent se signer entre eux, légalement parlant, le pollueur demeure responsable. Maître Christine Duchesne est présidente de Sodavex, une firme spécialisée en droit de l'environnement. Elle croit qu'Ultramar pourrait être tenu responsable. La dame en question, si elle est capable de convaincre un juge que c'est plus probable que ce soit Ultramar que quelqu'un d'autre, bien, je veux dire, elle a des chances de gagner. Comment prouver qui est responsable de la contamination? Pour trouver plus d'informations sur ce dossier, nous rencontrons le responsable de la cartographie et des permis de Val-d'Or. On en avait beaucoup sur l'avenue Centrale, à cet endroit-là. Éric Saint-Germain nous remet un document important. Le plan des réservoirs de l'ancienne station-service du 411 avenue Centrale. C'est le plan lorsqu'ils ont installé les réservoirs du temps de l'ancienne station-service. De qui ça? Ultramar.
Quand on rapporte ce plan sur une vue aérienne de la Fringale, on découvre l'emplacement des 3 réservoirs d'ultramar. Ils étaient situés presque entièrement sous le terrain voisin, où il y a aujourd'hui un immeuble résidentiel. La contamination a été retrouvée derrière la Fringale, tout près de la pompe et de la conduite du réservoir de diesel de 35 000 litres. Ultramar affirme avoir enlevé les réservoirs en 1987 sans faire de test de sol. Elle allègue que la loi n'obligeait aucun test de sol ou de réhabilitation à cette époque. Vous, quand vous avez acheté là, la Fringale, est-ce que vous étiez au courant? Aviez-vous déjà vu ce schéma-là? Non. Vous n'aviez pas vu ça, vous? Pas du tout. Si vous l'aviez su, là, est-ce que vous auriez acheté quand même? Non. Non. Sur le site Web du ministère de l'Environnement, on retrouve la liste des terrains contaminés, mais aucune trace du 411 Avenue Centrale. Pour des explications, nous nous rendons au ministère à Québec, rencontrer le conseiller scientifique responsable des sols contaminés, Michel Beaulieu. On a regardé là, la liste des terrains contaminés du ministère. Oui. On ne retrouve pas là-dessus le 411 Avenue Centrale, le fameux restaurant de la Fringale. Comment ça se fait que ça ne se retrouve pas là-dessus? Le ministère de l'Environnement n'a pas un inventaire de tous les terrains qui sont susceptibles d'être contaminés au Québec. Vous avez bien entendu. Même si elles sont à haut risque de contamination, les anciennes stations-service ne sont pas répertoriées au ministère. Michel Beaulieu nous dirige vers la régie du bâtiment qui s'occupe des permis pour les équipements pétroliers. Pas de chance là non plus. Sur le site Web, nous trouvons une liste des stations-service en opération, mais la régie détruit ces dossiers 5 ans après la fermeture des postes d'essence. Je comprends pas qu'on perde des réservoirs ou qu'on ne soit pas en mesure de retrouver la trace de ces réservoirs-là, parce que c'est la base de notre travail pour savoir si le sol est contaminé. Pour avoir une idée du nombre de stations de service qui ont disparu, nous consultons les dossiers et photos de la Société d'histoire de Val-d'Or pour dresser notre propre liste. Cette station British American a disparu pour faire place à un parc. Celle-là aussi s'est volatilisée. Le nouvel immeuble abrite même un bureau de Radio-Canada. Et celle de la bannière White Rose est devenue une crèmerie. Est-ce que ça se peut que ça soit contaminé, ça, en dessous, ici? Aucune idée. Dans la petite ville de Val-d'Or uniquement, nous retraçons 35 stations-service aujourd'hui disparues. Imaginez combien il y en a dans tout le Québec. Est-ce que ça serait utile qu'il existe une liste comme celle-là? C'est sûr. C'est sûr qu'on serait bien content d'avoir toute l'information, puisqu'on pourrait aussi éviter que des citoyens achètent une propriété qui a eu un usage XY, puis malheureusement, on n'est pas au courant. Là. Ça, est-ce que ça serait utile pour le ministère d'avoir une liste comme celle-là? Oui, une telle chose pourrait être utile, mais on comprendra l'ampleur de ce que ça veut dire. Est-ce que c'est là où il faut mettre des ressources? C'est une question qui peut être posée. Micheline Terrien demande tout de même au ministère de l'Environnement de l'aider à faire payer Ultramar. Mais le ministère refuse d'intervenir et lui écrit que sa démarche envers la compagnie Ultramar est de son recours personnel. Le ministère là, ne s'immiscera pas là, dans ce qui est du domaine là, du droit civil et des particuliers. Le gouvernement, là, c'est pas fort des fois. C'est bien beau faire des lois, tu es assis à l'arrière d'un bureau, tu fais des lois, mais il faut que tu les fasses respecter tes lois. Nous aussi avons contacté la pétrolière qui affirme qu'il n'a pas été démontré qu'Ultramar avait contaminé le terrain parce qu'il y a eu d'autres stations-service sur le terrain avant Ultramar et qu'après son départ, une activité industrielle et commerciale a continué d'y être exercée pendant 26 ans. Nous savons pourtant qu'il n'y a eu qu'un casse-croûte à cet endroit depuis 26 ans. Madame Terrien a bien contacté un avocat, mais ça coûtait trop cher. Avoir les moyens, je le ferai, mais j'ai pas les moyens. Ce qui est malheureux, c'est de voir que les entreprises qui ont contribué à la contamination de ce terrain-là se servent des failles du système puis de la complexité d'un dossier de cette nature-là pour se cacher derrière des excuses puis dire « c'est pas à moi de l'assumer ». On s'était promis de voyager puis profiter de la vie un peu. Fait qu'on a travaillé tout le temps de notre vie. Moi, j'ai travaillé 50 ans. Puis là, oublie ça, là.
Il n'y a plus d'argent, là. Micheline Terrien n'avait tout simplement pas les moyens de se payer un avocat. Elle a dû laisser tomber et vendre son terrain à bas prix, même si elle l'avait fait décontaminer. Maintenant, que pouvez-vous faire si vous voulez acheter un terrain ou un commerce? Comme il n'existe pas de liste des stations-service oubliées, un test de sol pourrait vous éviter bien des problèmes. Après la pause, une assurance qui ne répond pas aux attentes d'un client. Le citoyen normal là, qui souscrit à ça, il s'attend à quoi, lui? Bien, il s'attend à ce que ses dettes soient payées au jour de son décès, c'est-à-dire que ce qui n'est pas payé au jour du décès va être assumé par l'assureur. C'est une loterie, cette assurance-là. On ne sait pas si on gagne ou on perd. À un moment de leur vie, beaucoup de gens mettent leurs affaires en ordre, comme on dit. Ils font un testament et prennent certaines assurances pour faciliter la vie à leur famille après leur mort. C'est l'ultime geste d'amour, celui qui sera posé après leur départ. Comment justifier alors qu'une assurance censée éviter des problèmes après un décès cause autant de maux de tête à une famille? Regardez bien. À la fin du printemps, ces 3 fillettes ont appris une bien mauvaise nouvelle. Leur grand-mère est décédée subitement. Elle a fait un accident de voiture, puis... Un anévrisme. Ouais. Pendant moins de 24 heures, là, c'était terminé. C'est la fin de la succession. Là. En fait, on a continué à faire le ménage dans les boîtes qui viennent de chez ma mère. On regarde ce qu'il y a dedans, puis on fait un tri. Hey, voulez-vous regarder la collection de cloches à grand-maman? Elle nous a répété souvent, moi, quand je vais partir, toutes mes affaires vont être en ordre. Mais une autre mauvaise nouvelle va bientôt s'ajouter au deuil que vit cette famille. Ginette Beaudoin-Chamberlain avait tout prévu. Pour éviter à sa famille de payer sa carte de crédit, elle avait pris une assurance solde de crédit avec Visa Desjardins. Elle avait un solde, en fait, de 2000 $, son solde réel. Malgré l'assurance qu'avait prise Mme Beaudoin-Chamberlain, Desjardins refuse de rembourser ce solde à la famille. Annie-Pierre Bélanger découvre que le solde que Desjardins assure est celui du dernier relevé précédant la mort de sa belle-mère. Très grosse différence, selon elle. Elle est décédée le 6 juin 2014 avec un montant sur sa carte de crédit qui était de 2000 $. Elle a fait une transaction le 28 mai, elle en a fait une le 31, elle en a fait une le 4 juin. Et donc, ça a monté un solde jusqu'à 2000 $. Mais pour Desjardins, le solde assurable est celui du dernier relevé avant son décès, soit celui du 12 mai. Et le 12 mai, ce solde était à 0, elle n'avait pas utilisé sa carte. Donc, pas de remboursement. De mon point de vue, son solde était drôlement à 2000 $ parce que moi, il fallait que je le rembourse. Pour comprendre, Annie-Pierre Bélanger a lu d'un couvert à l'autre le guide explicatif de cette assurance de Desjardins. Le guide n'est pas clair. Et ce que dit le guide, c'est que Desjardins rembourse le solde du relevé qui est émis juste avant la date du décès ou à la date même du décès de la personne assurée. Et c'est ça qui est loin d'être clair pour elle. Nous, ce qu'on a compris là-dedans, c'est que si c'était pas le jour de son relevé qu'elle décédait, bien, Desjardins imprimait un relevé avec le montant réel. Nous, c'est ça qu'on a compris. Mais non, Desjardins ne produit pas de relevé particulier le jour du décès. Si le décès survient le jour même où Desjardins émet son relevé mensuel, alors oui, le solde qui y est inscrit est assurable. Sinon, c'est le solde inscrit sur le relevé précédent qui est assuré. C'est parce qu'on s'éloigne de ce qui, dans la perception populaire, la couverture d'assurance. Jacqueline Bissonnette est une experte en droit des assurances. Le citoyen normal là, qui souscrit à ça, il s'attend à quoi, lui? Mais il s'attend à ce que ses dettes soient payées au jour de son décès, c'est-à-dire que ce qui n'est pas payé au jour du décès va être assumé par l'assureur. Selon cette avocate, ce produit d'assurance ne répondrait pas aux attentes raisonnables d'un assuré. Pour Annie-Pierre Bélanger, il n'y a aucun doute. Jamais sa belle-mère n'aurait payé pour cette assurance si elle avait compris cela. Ma belle-mère, elle ne marchait pas ses mots. C'est une femme qui avait beaucoup de caractère.
Je pense qu'elle aurait débarqué dans les bureaux de Desjardins. Mais Desjardins Assurance n'est pas d'accord. Julie Gingras, directrice des réclamations, affirme que Desjardins Assurance informe clairement ses clients. Lors de la vente de ce produit-là, c'est bien expliqué à l'assuré. Lorsqu'on offre le produit, on explique les principales clauses, dont entre autres celle-là. Maintenant, si la personne décide d'adhérer, bien, c'est sûr qu'on lui fait parvenir le guide de distribution et on lui recommande fortement d'en prendre connaissance. C'est quoi les attentes des gens? Bien, ce que les gens veulent, c'est assurer leur solde de crédit. Pour supporter leur succession en cas de décès. Donc, pour ne pas laisser de dette à leurs héritiers. Pour ne pas laisser de dette à leurs héritiers. Je vous mets pas les mots dans la bouche, là. C'est à ça que les gens s'attendent. Bien, écoutez, l'assurance solde de crédit, comme je vous dis, oui, c'est une protection qui est pour assurer, une protection pour nos assurés au niveau des transactions courantes du mois, mais c'est clairement pour couvrir le solde indiqué sur le dernier relevé du vivant de l'assuré. C'est une loterie, cette assurance-là. On ne sait pas si on gagne ou on perd. Desjardins n'est pas la seule à offrir ce genre d'assurance. Sur les 7 grandes banques canadiennes, 3 font comme Desjardins. Elles n'assurent que le solde du relevé précédent. Les 4 autres banques assurent le solde réel au jour même du décès. Il va falloir le dire parce que les gens ne peuvent pas deviner qu'il existe ces deux types de polices, ces deux types qui peuvent semer la confusion chez l'assuré. Daniel Chamberlain vit son deuil en partageant avec ses filles les souvenirs de sa mère. On va faire une espèce de petit mémorium là, à notre chalet. Un petit clin d'œil à ma mère. Même si le temps adoucit la peine, Annie-Pierre Bélanger n'accepte pas ce qu'elle considère comme une injustice. Elle a décidé de porter plainte à l'organisme qui réglemente ses produits d'assurance. Moi, ma prochaine étape, je vais transférer ma plainte à l'Autorité des marchés financiers. On choisit nos batailles. Moi, j'ai dit, bien, celle-là, je la fais. Parce que c'est pas correct de faire ça à des gens qui viennent de perdre un proche. Et c'est pas correct non plus de faire ça aux gens qui sont vivants et qui pensent faire un geste qui est responsable. Voici ce que dit la loi qui régit ces produits d'assurance. Le guide explicatif doit être rédigé en termes clairs et simples, donnant lieu à un message clair. Il doit permettre au client d'apprécier par lui-même si le produit d'assurance correspond à ses besoins. La plainte d'Annie-Pierre Bélanger sera examinée par l'Autorité des marchés financiers d'ici 4 à 6 mois. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous magasinez votre première maison et vous êtes tout content parce que votre institution financière vous émet une préautorisation hypothécaire à taux avantageux. Alors, vrai ou faux, une institution financière qui émet une préautorisation hypothécaire a l'obligation de vous accorder le prêt. La réponse après la pause. Regarde la facture. Vrai ou faux, une institution financière qui émet une préautorisation hypothécaire a l'obligation de vous accorder le prêt. Faux. Ce genre de préautorisation n'entraîne aucune obligation légale pour une institution financière. Il est toujours possible que la Caisse ou la banque refuse par la suite de vous accorder la somme prévue. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. Hériter d'un parent, ce n'est pas toujours un cadeau, surtout si la succession se compose surtout de dettes. Heureusement, la loi a prévu que vous pouviez renoncer à une succession. Mais si vous n'êtes pas à votre affaire, voyez vous-même. Le père de Stéphane est décédé. Dans son testament, il désigne son fils comme unique héritier. Sachant que son père ne lui laisse que des dettes, Stéphane souhaite renoncer à son héritage.
Il rédige donc une lettre dans laquelle il renonce au testament de son père. Il fait signer cette lettre par 2 témoins. Mais 1 an plus tard, Revenu Québec exige qu'il rembourse la dette que son père avait contractée de son vivant. Stéphane ne s'inquiète pas et il leur fait parvenir sa lettre de renonciation. Le problème, lui dit Revenu Québec, c'est que ce document n'est pas valide. Ce que Stéphane ignorait, c'est que la renonciation à un héritage doit être notariée. Le notaire publie ensuite ce document, ce qui rend la renonciation officielle pour tout le monde, y compris les créanciers de la personne décédée. D'accord, se dit Stéphane, je vais de ce pas chez un notaire pour régler tout ça. Sauf que, malheureusement pour lui, il est trop tard. Il avait 6 mois à partir du décès de son père pour obtenir une renonciation notariée. Le fin mot de l'histoire, renseignez-vous. L'ignorance peut être ruineuse. Voilà, c'était la facture, où que vous soyez au pays, à Blind River ou à Sabrevoix. Merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Ils investissent dans une franchise. Il nous a dit que cette entreprise-là faisait un énorme volume. C'était l'enfer comment elle faisait de l'argent, là, que ça roulait, cette entreprise-là. Des chiffres qui ne tiennent pas. Nous, on a fait confiance à Kaynet pour les chiffres, ces chiffres-là. Des investisseurs lavés. Au début, on se dit, c'est peut-être nous. Mais là, aujourd'hui, je suis convaincu que c'est pas moi. On peut pas tous être pas bons.